Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur le distributionnalisme selon Bloomfield et Harris. Commençons par la définition. Le distributionnalisme est un courant structural qui apparaît aux États-Unis vers 1930 en réaction contre les grammaires mentalistes. Il a été développé et formalisé par Harris et atteint son niveau d'achèvement vers 1950. C'est une approche purement formelle qui ne prend pas en considération le sens. Alors, quels sont les facteurs expliquant l'apparition de cette méthode? Tout d'abord, le non-sévissement de la linguistique historique et comparative aux États-Unis. Ensuite, l'existence au niveau du continent américain de plus de 150 familles de langues amérindiennes représentant plus de 1000 langues différentes présentées sous forme orale et non codifiée. Si le mot est facile à reconnaître dans la phrase écrite, il ne sera pas dans la chaîne parlée. En effet, la non-maîtrise de toutes les langues amérindiennes a poussé les linguistes à s'occuper de la forme seulement, d'où le qualificatif de linguistique mécaniste lui a été attribué. Passons au principe de l'analyse structurale du distributionnalisme. Alors, quelle est l'origine du distributionnalisme? C'est Bloomfield. Bloomfield est à l'origine du distributionnalisme et qui tire son nom de la distribution des unités que l'on étudie. L'objectif du distributionnalisme, au début, c'était appliqué sur la langue anglaise de manière tout à fait mécanique. Les techniques appliquées sur les langues amérindiennes. Passons maintenant au behaviorisme. Donc, Bloomfield est influencé par la théorie du comportement appelée behaviorisme. Ça vient du behavior. Ça veut dire le comportement. Ça vient de behavior en anglais, ça veut dire le comportement. Donc, nous avons trois principes. Donc, nous avons dit quels sont les principes de l'analyse structurale. Nous avons trois principes, l'origine, l'objectif et le behaviorisme, selon Bloomfield. Alors, le behaviorisme est appelé psychologie du comportement. Il se présente comme une étude objective de l'homme. Il écarte toutes les analyses faisant appel à l'intuition pour s'en tenir à une observation des manifestations extérieures du comportement du sujet. La tâche principale de la linguistique sera de décrire les rapports entre stimulus linguistique et réponse linguistique. Sa caractéristique fondamentale est que le sens n'a rien à voir avec une analyse de faits ou de concepts. Étudier le langage, c'est étudier ces enchaînements, des enchaînements de stimulus et de réactions linguistiques liées à ces stimulus. C'est ça, étudier le langage. Donc, étudier le langage, c'est étudier des enchaînements de stimulus et de réactions linguistiques liées à ces stimulus. Quelles sont les combinaisons et les hiérarchies? La théorie structurale conçoit l'énoncé comme une combinaison d'éléments. La langue présente une série de rangs hiérarchisés. Nous avons cette série hiérarchisée, la phonologie dans cette série hiérarchisée, la phonologique, plutôt des phonèmes, ce qu'on appelle les phonèmes.
Donc les séries hiérarchisées phonologiques des phonèmes, morphologiques des morphèmes et phrastiques, c'est des phrases bien sûr. Chaque unité est définie par ses combinaisons avec les autres unités ou avec des unités supérieures. Le principe de l'immanence. On désigne immanente une recherche qui définit les structures de l'objet qu'elle explique par l'étude des relations des termes intérieurs à son objet. On étudie les rapports des termes entre eux. On signale qu'il n'y a pas d'extra-linguistique, c'est-à-dire pas d'études sur des éléments n'appartenant pas à la grammaire. Donc, la tâche immédiate à laquelle doit s'attacher un linguiste est la description formelle des langues qui doit éviter tout mentalisme. Passons maintenant à la méthode. Donc, la méthode contient le corpus et le traitement des données. Donc, pour rappel, on est en train de parler des principes de l'analyse structurale, du distributionnalisme. Donc, on va voir la méthode de ce distributionnalisme. Pour le corpus, il faudra donc partir de l'observation qui va se faire sur les productions du sujet parlant. Il est nécessaire de recueillir des données qui vont être considérées comme un échantillon représentatif de la langue. C'est très important. Le corpus se présente sous forme d'énoncés linéaires et se caractérise par le fait qu'il est fini et fermé. Une fois constitué, le linguiste ne peut pas en rajouter des éléments. Le linguiste se livre enfin à un travail de décomposition de l'énoncé qui l'amène à en dégager les constituants. Chaque phrase sera analysée en une structure hiérarchique d'éléments grâce à une opération de segmentation et de substitution. La tâche du linguiste sera ensuite de classer les éléments ainsi dégagés et de les nommer catégorisation. Passons à l'analyse distributionnelle. Cette analyse envisage deux types de formes linguistiques, la forme libre et la forme liée. Concernant la forme libre, tout élément qui peut former un énoncé est une forme libre. La phrase est la forme libre maximale qui ne peut pas faire partie d'une forme linguistique plus vaste. Le mot est la forme libre minimale, c'est le plus petit fragment de l'énoncé. C'est ça la forme libre. La forme liée, tout élément qui ne peut pas être prononcé seul est formé un énoncé de la phrase, de la langue. C'est tout élément qui ne peut pas être prononcé seul et former un énoncé de la langue. Les radicaux, les suffixes, les préfixes, ce sont des formes liées. Bloomfield présente dans son ouvrage Langage, publié en 1933, un modèle d'analyse linguistique en niveau hiérarchisé et dépendant. C'est le modèle des constituants immédiats. Donc, je vous invite à lire un petit peu cet ouvrage-là pour comprendre de quoi s'agit-il. En effet, les phonèmes se combinent pour constituer un niveau immédiat supérieur. Les morphèmes, qui s'appellent les morphèmes, un niveau immédiatement supérieur qui s'appelle les morphèmes. Les phonèmes se combinent pour constituer un niveau immédiatement supérieur qui s'appelle les morphèmes. Ce sont les morphèmes. Et les morphèmes se combinent pour constituer des unités de niveau immédiatement supérieur. Ce sont les mots. Les mots se combinent pour constituer des unités de niveau immédiatement supérieur. Ce sont les syntagmes.
Les syntagmes se combinent à leur tour pour constituer des unités de niveau supérieur qui sont bien sûr les phrases. Celles-ci, ça veut dire les phrases, représentent l'unité maximale de combinaison. Elles n'entrent dans aucun rang supérieur. Voilà, c'est la première partie de ce cours. La deuxième partie, ça sera la méthode ou bien le modèle de Harris, le but du distributionnalisme selon Harris et la méthode de la description linguistique. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. N'oubliez pas de partager et de commenter.